On nous a fait croire que dire à tout le monde était la forme la plus haute de la gentillesse, mais d'un point de vue neurobiologique, cette disponibilité permanente n'est pas une vertu. C'est une lente hémorragie de vos ressources cognitives qui, à terme, ne laisse plus rien de vous, ni pour les autres, ni pour vous-même. Il est fascinant, et peut-être même nécessaire, pour notre propre préservation, d'observer avec une honnêteté brutale ce qui se passe réellement dans les profondeurs de notre physiologie, lorsque nous restons dans cet état d'ouverture inconditionnelle aux demandes extérieures. Nous avons tendance à idéaliser cette disponibilité, à la voir comme une vertu morale ou une preuve de notre humanité, mais si nous plaçons un microscope sur nos circuits neuronaux, l'histoire que raconte notre corps est radicalement différente, car notre système nerveux, cette architecture complexe et ancienne qui régit notre survie, n'a jamais été conçu pour une sollicitation infinie ou une vigilance sans fin. Il faut comprendre que pour votre cerveau, l'état d'être yobé, accessible, yo, n'est pas un état passif ou neutre, c'est une activité métabolique coûteuse qui maintient vos sens en alerte perpétuelle, un peu comme un radar militaire qui ne cesse jamais de balayer l'horizon à la recherche d'une cible. Sauf qu'ici, la cible est la prochaine notification, la prochaine demande ou le prochain besoin émotionnel d'un tiers. Cette vigilance constante empêche votre organisme de basculer vers ce que les biologistes appellent l'homéostasis, cet équilibre dynamique, vital, où le corps se régule et se répare. Car, pour maintenir cette porte ouverte aux autres, vous devez inhiber vos propres rythmes naturels de récupération. Lorsque vous refusez de vous rendre inaccessible, vous forcez votre cerveau à rester bloqué dans une activation sympathique chronique, la branche du système nerveux autonome associée à la lutte ou à la fuite. Et bien que vous ne soyez pas en train de courir pour sauver votre vie face à un prédateur, la biochimie interne est étrangement similaire. Votre hypothalamus continue d'envoyer des signaux d'alarme subtils mais constants, ordonnant aux glandes surrénales de libérer du cortisol et de l'adrénaline au goutte à goutte dans votre circulation sanguine, créant non pas une vague de panique soudaine, mais un bruit de fond inflammatoire qui érode silencieusement vos tissus, altère votre digestion et brouille votre clarté mentale. Ce phénomène crée ce que l'on pourrait appeler une dette allostatique, c'est-à-dire l'usure cumulative sur le corps et le cerveau résultant d'une adaptation forcée et permanente à un environnement qui demande trop tout le temps. En restant accessible à chaque instant, vous privez votre système de l'accès au mode parasympathique, ce précieux état de repos et de digestion où le rythme cardiaque ralentit, où le système immunitaire se renforce et où le cerveau consolide la mémoire et nettoie les toxines accumulées durant la journée. C'est là que réside le véritable danger, car cette absence de fermeture des frontières psychiques signifie que vos cellules ne reçoivent jamais le signal qu'elles sont en sécurité. Ce signal indispensable pour qu'elles puissent cesser de se défendre et commencer à se régénérer. Vous vivez alors dans une sorte d'état de siège biologique, où les ressources énergétiques qui devraient être allouées à votre longévité, à votre créativité et à votre joie sont détournées massivement pour maintenir cette posture défensive d'hyperdisponibilité. Point. Ce n'est donc pas simplement de la fatigue mentale que vous ressentez. C'est une saturation biochimique profonde, une violation des lois fondamentales de votre propre nature qui exige une oscillation entre le don de soi et le retrait, et en ignorant ce besoin biologique de fermeture, vous ne faites pas preuve de générosité. Vous organisez méthodiquement votre propre épuisement structurel. Si nous plongeons notre regard dans l'infiniment petit, vers l'architecture même de la vie, telle qu'elle se déploie à l'échelle microscopique,
Nous découvrons une leçon de sagesse fondamentale qui contredit bon nombre de nos conditionnements sociaux sur la gentillesse et l'ouverture. La biologie cellulaire nous enseigne que la toute première condition de l'existence n'est pas la fusion, mais la séparation distincte, car une cellule saine, celle qui est capable de prospérer et de fonctionner, se définit avant tout par la qualité de sa membrane. Cette barrière lipidique n'est pas un mur de briques inerte et stupide. C'est une entité dotée d'une intelligence discriminante, redoutable. Une frontière vivante dont la fonction première est la perméabilité sélective, c'est-à-dire la capacité critique de distinguer ce qui est toga, soit yo, de ce qui est ra, mon, soit. Lorsque nous transposons cette réalité biologique inexorable à notre psychologie et à nos relations humaines, l'impératif de devenir inaccessible par moment prend une toute autre dimension. Car être accessible à tout le monde, tout le temps, sans filtre et sans délai, revient littéralement à déchirer cette membrane psychique qui protège votre noyau intérieur. Imaginez un instant une cellule qui, par un excès de générosité mal placée, déciderait d'ouvrir grand ses canaux à toutes les molécules environnantes, sans discernement. Elle ne deviendrait pas une meilleure cellule, plus aimante ou plus connectée, elle mourrait instantanément, victime d'une lyse cellulaire. Un éclatement dû à l'incapacité de maintenir sa pression interne face à la pression externe. C'est exactement ce qui se produit au niveau de votre esprit lorsque vous ne posez pas de limites. Vous souffrez d'une forme de porosité émotionnelle dangereuse, où les urgences, les angoisses et le chaos des autres envahissent votre espace mental, diluant votre propre identité dans le bruit ambiant. Cette absence de frontières expose votre milieu intérieur, vos pensées, votre calme, vos projets, à la loi de l'entropie. Cette force universelle qui tend vers le désordre et l'homogénéisation, transformant votre structure psychique unique et organisée en une soupe indifférenciée de réactions automatiques aux stimuli extérieurs. Il faut bien comprendre que définir une inaccessibilité temporaire, savoir fermer la porte, n'est donc pas une manifestation d'orgueil ou de dédain, c'est l'équivalent psychologique de l'immunité, un mécanisme de défense sophistiqué qui empêche la contamination de votre humeur et de votre énergie par des éléments toxiques ou simplement étrangers à votre nature. Sans cette capacité à filtrer, sans cette membrane comportementale qui dit non, l'individu perd sa cohérence structurelle, incapable de conserver les nutriments émotionnels nécessaires à sa propre croissance, parce qu'il fuit constamment vers l'extérieur, tout en laissant pénétrer des agents stressants qui dérèglent sa machinerie interne. Se retirer du monde, s'isoler volontairement pour se rendre inaccessible, n'est donc pas un acte de rejet envers autrui. C'est un impératif biologique de conservation. La seule manière de préserver l'intégrité du noyau de qui vous êtes pour éviter la dissolution pure et simple de votre psychisme dans les demandes infinies de l'environnement. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de disséquer la chimie souterraine qui motive souvent notre incapacité à dire non, car si nous retirons le voile de l'altruisme vertueux dont nous aimons nous draper, nous découvrons souvent que cette hyperdisponibilité cache une mécanique bien plus primitive et égoïste, ancrée dans les circuits de la récompense de notre cerveau. Nous devons examiner la réalité indispensable, l'anticipation et le plaisir. Chaque fois que nous répondons à une sollicitation, chaque fois que nous nous sentons utiles ou sauveurs face au désarroi d'autrui, notre cerveau reçoit une microdose de dopamine, une validation biochimique éphémère qui nous crie que nous existons,
que nous avons de la valeur et que nous sommes intégrés au groupe. Ce processus crée insidieusement une boucle de rétroaction pavlovienne où nous devenons dépendants de la demande extérieure pour réguler notre propre humeur, transformant la gentillesse en une forme de toxicomanie relationnelle où nous sommes constamment en quête de la prochaine fixation d'approbation. Nous finissons par confondre l'amour véritable, qui est un état de connexion stable et apaisé, avec cet épuisement nerveux excitant qui accompagne le fait d'être sollicité de toutes parts, croyant à tort que l'intensité de notre fatigue est la mesure de notre noblesse de cœur. Pourtant, d'un point de vue neurobiologique, cette confusion est tragique, car elle déplace le centre de gravité de notre identité. En conditionnant notre satisfaction à des stimuli externes, nous atrophions progressivement notre capacité à générer notre propre estime de soi, de l'intérieur. C'est une erreur de calcul fondamentale, l'on entraîne notre cerveau à chercher la stabilité à l'extérieur de lui-même, nous rendant paradoxalement de plus en plus fragiles. Car notre bien-être ne dépend plus de notre propre homéostasie émotionnelle, mais de la validation aléatoire et fluctuante de notre entourage. Cette dynamique érode ce que les psychologues nomment le locus de contrôle interne, nous privant de la capacité essentielle à l'auto-apaisement et à la résilience autonome. Cette force tranquille qui devrait nous permettre de rester debout même lorsque personne ne nous regarde ou ne nous remercie. En restant perpétuellement accessibles, nous nous condamnons à devenir des vaisseaux vides, qui ne se sentent pleins que lorsqu'ils sont utilisés par d'autres, perdant ainsi le contact avec notre propre substance vitale pour ne devenir que le reflet des besoins d'autrui, piégés dans une course sans fin pour maintenir un niveau de dopamine qui s'effondre dès que le silence et la solitude s'installent, révélant le vide vertigineux que nous avons creusé en nous-mêmes à force de vivre pour l'extérieur. Pensez maintenant, avec une lucidité clinique, à l'impact dévastateur de cette dispersion chronique sur la qualité même de votre pensée et sur la texture de votre présence au monde. Car les neurosciences modernes nous apportent aujourd'hui la preuve irréfutable que la profondeur intellectuelle et la véritable empathie ne sont pas des états spontanés, mais le fruit d'une mobilisation massive et coûteuse de nos ressources attentionnelles. Il existe un mythe tenace selon lequel notre cerveau fonctionnerait comme un ordinateur, capable de passer instantanément d'une tâche à une autre sans perte de données. Mais la réalité biologique est que l'esprit humain possède une inertie, une lourdeur nécessaire qui fait que pour atteindre un niveau de réflexion complexe, ou une écoute émotionnelle véritable, nos réseaux neuronaux ont besoin d'un temps de chauffe, d'une période de synchronisation ininterrompue, pour construire une architecture mentale stable. Lorsque vous vivez dans une accessibilité permanente, vous sabotez systématiquement ce processus délicat en introduisant des micro-coupures incessantes qui agissent comme des courts-circuits dans votre machinerie cognitive. Chaque fois que vous détournez votre regard pour répondre à une sollicitation, même pour quelques secondes, vous ne faites pas que changer de sujet. Vous imposez à votre cerveau ce que les chercheurs appellent un coût de commutation exorbitant, une taxe énergétique prélevée directement sur vos réserves de glucose cérébrale pour désengager votre attention d'un point A, reconfigurer vos circuits et tenter de les engager sur un point B. Ce processus est non seulement épuisant sur le plan métabolique, mais il engendre un phénomène encore plus pernicieux, connu sous le nom de résidu d'attention, qui signifie que lorsque vous revenez à votre tâche initiale ou à la personne qui est en face de vous, une partie significative de votre processeur mental est restée bloquée en arrière-plan sur l'interruption précédente, traitant encore l'information ou l'émotion de la demande que vous venez de gérer. En conséquence, vous naviguez dans la vie, dans un état de semi-présence perpétuelle, l'esprit fragmenté en une douzaine de morceaux épars, incapable de mobiliser la totalité de votre puissance cognitive sur l'instant présent. C'est là que réside la tragédie cachée de l'hyperdisponibilité. En voulant être là pour tout le monde,
vous finissez par n'être réellement là pour personne, car l'empathie profonde, celle qui permet de vraiment comprendre la souffrance ou la joie de l'autre, exige un calme intérieur et une disponibilité de bande passante que vous avez déjà dilapidé en 1000 distractions triviales. Vous devenez alors paradoxalement incapable d'offrir le meilleur de vous-même à ceux que vous aimez, car au lieu de leur donner la pleine lumière d'une conscience rassemblée et puissante, vous ne leur tendez que des miettes d'attention, des résidus d'une psyché fatiguée qui simule l'écoute, mais qui, biologiquement, est trop saturée pour enregistrer et traiter la profondeur de l'échange humain qui se joue devant elle. Finalement, apprendre à devenir inaccessible, c'est bien plus qu'une simple gestion de son agenda. C'est un acte de réalignement profond avec la physique même du vivant. Un retour à la sagesse ancestrale de notre biologie qui fonctionne entièrement sur le principe de l'oscillation pendulaire entre l'activité et le repos, entre l'expansion et la contraction. Observez le fonctionnement de votre propre cœur. Pour qu'il puisse propulser le sang avec force dans tout votre organisme lors de la systole, il doit impérativement passer par une phase de diastole, un moment de relâchement et de remplissage silencieux. Car un cœur qui resterait contracté en permanence, dans un effort constant de donner sans jamais recevoir ni se relâcher, ne serait pas un cœur généreux, ce serait un cœur en arrêt cardiaque. C'est cette alternance sacrée que nous violons lorsque nous restons accessibles en continu. Oublions que pour irradier de la lumière vers l'extérieur, il faut d'abord avoir accumulé de l'énergie à l'intérieur, et que cette accumulation ne peut se faire que dans l'obscurité relative du retrait, dans ce silence fertile où le système nerveux se débranche des stimuli pour se reconnecter à sa propre source. Ce retrait temporaire ne doit donc jamais être confondu avec une fuite lâche ou une indifférence hautaine. C'est au contraire une stratégie de haute précision, une préservation nécessaire pour pouvoir, au moment opportun, offrir une présence qui ne soit pas une coquille vide, mais une force pleine et vibrante. Il est crucial de comprendre que la qualité de votre présence future dépend entièrement de la qualité de votre absence actuelle, car lorsque vous revenez vers les autres, après vous être rendu inaccessible, vous ne leur apportez pas seulement votre temps, vous leur apportez votre régulation nerveuse, votre calme et votre stabilité. Les neurosciences sociales nous parlent de la résonance limbique, ce phénomène par lequel nos systèmes nerveux s'accordent les uns aux autres. Si vous êtes épuisé par une accessibilité chronique, vous transmettez involontairement votre chaos et votre anxiété à ceux que vous tentez d'aider. Alors que si vous avez pris le temps de vous isoler pour restaurer votre harmonie intérieure, votre simple présence devient thérapeutique, agissant comme un point d'ancrage solide pour l'entourage. C'est donc un acte de responsabilité éthique que d'admettre avec une humilité salvatrice que votre énergie est une ressource finie, biologique et précieuse, et que la dilapider dans une ouverture sans fin est une forme de négligence envers la vie qui vous habite. Protéger cette énergie en fermant la porte n'est pas un acte d'égoïsme, c'est la condition sine qua non, la base non négociable pour pouvoir continuer à aimer, à créer et à soutenir les autres sur le long terme, transformant ainsi votre inaccessibilité ponctuelle en le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde, celui d'un être humain qui a pris soin de lui-même pour pouvoir, au moment venu, prendre soin des autres avec une puissance intacte.